Alors, merci à Marc Galli, merci à Julien Betzbez. Julien Betzbez, il travaille, donc il est psychiatre. On le connaît, on le voit. Il nous parle souvent d'hypnose narrative et de la place de l'alliance thérapeutique. Il a été l'invité de nombreux événements là sur la CCH, etc. Donc merci Julien d'être avec nous. Et puis Marc Galli, eh bien Marc, chaque fois qu'on s'assoit dans un fauteuil, maintenant, moi je me dis toujours en m'asseyant, tiens, je m'assois dans le fauteuil de Marc. Hein, je ne me faisais pas ces remarques avant. Ça veut dire profitons-en, installons-nous bien. Il faut bien s'installer pour pouvoir se sentir présent. Donc voilà, c'est bien d'avoir Marc avec nous. Moi j'ai rencontré Marc à la salle pétrière, dans les cours. Voilà, c'est comme ça que je l'ai rencontré. C'était dans un cours sur les addictions d'ailleurs que Marc était venu. Et puis donc on a eu la chance de rencontrer François Roustan. Voilà, donc c'est une belle chose qu'on soit tous ensemble aujourd'hui. Le consentement pour vous deux, c'est quelque chose qui vous paraît important par rapport à l'hypnose. C'était la première question, hein. Oui. Alors, qui c'est qui commence? Commence Marc et puis je reprends derrière. Alors, moi, comme vous, beaucoup de gens le savent, je viens de l'anesthésie que j'ai un peu laissé tomber depuis quelques années, mais ça manque profondément. Et en fait, si vous m'avez fait aussi venir, c'est peut-être aussi pour avoir une vision peut-être un petit peu différente, un peu plus peut-être atypique ou je ne sais pas, mais il y a beaucoup de psychologues, beaucoup de cliniciens, mais j'en suis un, hein, parce que j'ai fait de l'anesthésie clinique pendant des années, et j'ai pas lâché les visites dans le service, etc. Alors, ce que je vais commencer, parce que le thème c'est le consentement, et ça a été un petit peu abordé par Christine ce matin. En fait, quand les gens viennent euh, pour voir d'abord, ils vont voir un chirurgien. C'est la première chose. En fait, c'est des consentements comme ça à plusieurs étapes. Et si on relie anesthésie et hypnose, en fait, le but, c'est pas de venir de faire de l'hypnose, entre guillemets, en sachant qu'est-ce que l'hypnose, mais en fait, les gens viennent pour un geste. Alors, on voit ça, Christine l'a évoqué, autour de la maternité, de la gynéco. On l'évoque au niveau évidemment de la chirurgie, mais il y a beaucoup d'autres praticiens qui font des gestes. Les rhumatos en font de plus en plus, les radiologues interventionnels, etc., etc. Mais le premier acte, ils viennent ils viennent pour le geste technique, et ça c'est très important à comprendre et à intégrer. En fait, nous, on est là en deuxième position. Même si c'est les sages-femmes, elles viennent pour accoucher. Euh, Si c'est la radio, ils viennent pour un geste de dilatation, de biopsie, etc., etc. Et ça, il faut bien l'intégrer dans un premier temps. Alors, en ce qui concerne ma spécialité, parce elle est intéressante, parce que il y a la notion de consentement. Alors, si on relie consentement et hypnose, l'hypnose n'existe pas dans un premier temps. Le consentement, il est est-ce que je vous endors ou est-ce que je vous endors pas? Est-ce que je vous endors totalement ou est-ce que je vous endors partiellement? Donc là, il y a une vraie notion de consentement. Est-ce que vous consentez à être endormi que partiellement? Et alors là vient toute une discussion du bénéfice-risque. Alors ça, on a bien connu ça pour ceux qui me connaissent un peu dans la chirurgie de la carotide, où on a été, il y a 20 ans, l'un des premiers à faire ça sous anesthésie loco-régionale. Et donc, il fallait que le patient consente pour de la chirurgie lourde à pas se faire endormir. OK. Donc ça, c'est un premier temps. Et c'est là où Julien éclairera tout à l'heure, c'est sur la notion de la relation. Est-ce que vous voulez dormir totalement ou pas? Alors après, le deuxième, c'est
de consentir dans la relation bénéfice-risque. Ça, c'est aussi des notions qui sont très, très importantes. La troisième chose, et je voudrais un peu insister parce qu'on en a parlé, c'est sur le problème des documents. Le document, ça a été un petit peu évoqué par Christine, n'a aucune valeur. La seule chose qui a de la valeur, c'est de se mettre en relation avec le patient. Et on en a discuté au sein de notre société savante avec les comités des patients, c'est de se mettre au niveau de la personne, et c'est ça toute la difficulté, pour lui faire comprendre le bénéfice, le risque, et donc le faire consentir à l'endormir ou à pas l'endormir. Marc, est-ce que je peux te couper 10 secondes juste Bien sûr, c'est ça l'intérêt. juste pour préciser, pour moi, est-ce que dans la présentation de ta spécialité, qui effectivement ajoute une expérience supplémentaire et intéressante au fil de cette journée, est-ce que du coup, ton propos est de dire finalement le consentement, il va porter essentiellement sur la question de l'anesthésie puisque les gens viennent pour ça et que finalement c'est aussi pour ça que l'équipe est. Et du coup, dans le paquet, pardon de l'exprimer comme ça, il va y avoir la question de l'hypnose comme étant le moyen qui va mettre en œuvre l'anesthésiste que tu es. Ou est-ce que tu envisages que le patient est venu pour ça avec une image de l'anesthésie et de ce qui doit être, et comme pour la carotide, a priori, il était venu pour une anesthésie générale. On va lui proposer une loco-régionale. Du coup, il était peut-être pas venu pour l'hypnose. Tu vas lui proposer l'hypnose et ça va redemander un consentement. Du coup, si je synthétise ma question, est-ce que pour toi, le consentement, il est inclus dans le paquet consentement par rapport à l'anesthésie, ou est-ce qu'il va y avoir un consentement supplémentaire qui va être à demander par rapport aux moyens que constitue l'hypnose? Merci Antoine, mais ça va venir. Très bien. Et ça va venir Je me au contiens. niveau du document. Ça va venir. Le document n'a pas de valeur. C'est ce que j'allais dire. C'est la relation et l'explication pour que le patient comprenne que l'information complète, claire, compréhensible et appropriée à la situation. Si on reprend un petit peu l'une des définitions du consentement qu'on a appelé libre et éclairé, etc. Alors après, c'est là où je réponds à ta question, Antoine, si on dit, voilà, bénéfice-risque de la chirurgie sous loco-régionale, là, là, nous, on a l'habitude, l'équipe a choisi, là, là, bon, euh, comment on va accompagner ce patient dans son expérience d'une chirurgie éveillée? D'accord? Le terme de chirurgie éveillée a été pris par les neurochires, mais c'est un terme qui est restreint. C'est pas que la neurochire. Si tu te fais endormir que le bras, parce que on t'a cassé le poignet ou tu as un problème de main, c'est de la chirurgie éveillée. Alors, comment on va accompagner ça? Alors là vient le consentement. OK? Donc, tu peux l'accompagner sur un plan médicamenteux. Alors, ça veut dire on va vous faire un shoot, on va vous détendre, on va vous endormir un peu. Bon, voilà, ça c'est une possibilité. Donc, bon, tu consens ou pas. Et puis après, tu peux dire, bah, écoutez, moi, j'ai appris une autre technique, une technique verbale, OK? Et est-ce que vous êtes d'accord pour que cette technique verbale, que l'on peut appeler hypnose, vienne vous accompagner pendant l'acte chirurgical? D'accord? Et vient alors toute la discussion, si tu veux, que j'ai eue avec mes collègues. Et là, je vais m'amuser parce qu'on parle d'hypnose conversationnelle. D'accord? Et ben moi, je renverse le truc et je dis conversation hypnotique. Alors, est-ce qu'il faut un consentement pour converser avec un patient sur une table d'op qu'on est en train d'opérer? Mais c'est la question qu'on te pose. Eh bien, moi, je dis qu'on converse. Ok. Et souvent, les gens me disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et je réponds, parce que j'ai été formé, comme le disait Pascal, à la pitié, et je réponds, on va rien faire. On va discuter. Est-ce que vous êtes en consentement pour qu'on discute? Alors, j'ai un exemple qui me vient. Il y a une dame avec qui j'ai trop discuté et ça la dérangeait.
Et à un moment, je me suis posé la question, je me suis dit, mais là, je suis en train de trop discuter. Elle était consentante pour discuter, et en fait, dans le contexte, elle veut plus qu'on discute. En plus, c'était une ancienne surveillance de la séance publique de Paris. Donc, vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu, c'était pas fastoche. Et donc, je me suis réinstallé dans le fauteuil parce que j'étais probablement mal installé. Et j'ai dit, on va arrêter de discuter. OK? Je me suis rapproché d'elle, j'ai changé ma position, j'ai changé ma place. Et à ce moment-là, les choses se sont mieux passées. Mhm. Cet exemple est dans le livre. Mhm. OK? Julien? Donc, tu vois, le consentement, et ça, c'est très, très important, il a été évoqué, il est temporaire. Il est temporaire. Et comme ça a été dit par les prédécesseurs, il est remis en question sans arrêt. Et nous, il peut être remis en question totalement dans l'anesthésie hypnotique locale par l'anesthésie générale. Et ça, on prévient les gens. Ils consentent qu'on peut passer d'une anesthésie partielle à une anesthésie générale. Donc, tu vois, c'est une espèce de danse, pour reprendre un terme hypnotique, une espèce de danse permanente autour de ce consentement. Mhm. Dans la relation, alors là, je vais laisser Julien parler de la relation, puis après, je reprendrai la parole parce que je voudrais élargir la discussion sur d'autres types de consentement que celui de l'anesthésie. Ça vous va? Il y a deux notions importantes que C'est tu as amenées. clair? Pour moi, c'est effectivement la question de la consentement avec la question de la communication, qui me paraît effectivement assez typique de ce type d'exercice, et cette notion de temporaire que j'ai notée aussi. Julien, si tu veux rebondir, peut-être Moi, envisager également le consentement en voilà. pratique. Alors, je- par rapport à mon expérience, quand j'ai commencé à faire de l'hypnose aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui ont évolué. Quand j'ai commencé l'hypnose, je pensais ce qui était important dans le consentement, c'est d'expliciter avant de commencer à travailler, qu'on allait faire de l'hypnose, expliquer ce qu'était l'hypnose pour avoir un consentement éclairé. Et pour moi, ça, c'est un modèle que vient me présenter Marc, c'est-à-dire de l'hypnose médicale. C'est-à-dire, on va arriver en utilisant une technique et la personne est en capacité suite à une information éclairée, de dire c'est OK pour moi ou c'est pas OK. Ben, si c'est OK, bon, on va mettre en place tout en disant à la personne que si à un moment c'est pas OK, ben, elle peut le dire. On va revenir. Donc ça, c'est le modèle de base sur lequel je suis parti. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte que l'hypnose thérapeutique et l'hypnose médicale, c'était pas tout à fait la même chose, puisque dans l'hypnose médicale, on sait ce qu'on cherche, hein, c'est du confort, avec une intervention, avec une technique de soutien au niveau de la parole, tandis que l'hypnose thérapeutique, ça a été dit ce matin, c'est différent. On ne sait pas ce qu'on cherche. La personne est prise dans des doubles liens, elle n'arrive plus à respirer, elle est mal dans son corps, et elle voudrait sortir de cette expérience pour trouver une autre expérience plus vivante. Or, euh, lorsqu'elle vit cette expérience où elle est mal, elle est dans l'incapacité de consentir. C'est la question Joël en parlait ce matin, c'est-à-dire c'est cette notion de la liberté. Quelle est la condition pour que quelqu'un soit en capacité de consentir? Parce que lorsque je suis dans un monde, je dirais, dissocié, hein, je suis sous le pouvoir d'un monde dissociatif, ah ben, c'est là que je vais aller consulter en thérapie. Or, il est évident que j'ai besoin de consentir pour rentrer dans la relation avec l'autre, et en même temps, c'est parce que justement, je suis dans l'incapacité de consentir et d'exprimer mon non ou mon oui, et que je suis toujours pris dans des comportements automatiques où je vais dire non quand je pense oui, ou je vais dire oui quand je pense non, que je suis amené à demander une aide auprès de quelqu'un. Alors, si on reprend un peu plus, si je reprends un peu plus, je vais vous dire, la personne n'a pas la capacité à faire une expérience personnelle libre dans la relation là, en l'occurrence avec le thérapeute, parce que si elle était déjà dans la capacité d'expérimenter la liberté dans la relation avec le thérapeute spontanément,
la thérapie serait finie. Puisque le but de la thérapie, justement, c'est de pouvoir permettre à quelqu'un d'être en capacité de redevenir libre, d'être en capacité d'exprimer cette liberté à l'intérieur d'une relation humaine. Si je prends cette notion de relation à ce niveau-là, je dirais que le consentement donc n'est pas en place. Ce serait plutôt la question de poser la question du consentement, poser la question de la liberté. La personne qui vient nous voir au départ, au niveau cognitif, je parle d'hypnose thérapeutique, au niveau cognitif, elle consent à venir. Elle a envie d'aller mieux, elle s'est renseignée, on lui a conseillé de devenir tel ou tel thérapeute, donc elle vient voir quelqu'un, elle fait une démarche, donc il y a un minimum de consentement dans le cadre de cette démarche. Mais ça, c'est au niveau cognitif. Mais au niveau affectif, la personne, elle ne consent pas du tout. Parce qu'il y a une partie de consentement, mais il y a des doutes, il y a des incertitudes, il y a des impossibilités, il y a des pièges, il y a de la méfiance. Et donc, on ne peut pas faire que ça n'existe pas. Tout le travail thérapeutique va être situé justement sur la capacité du sujet à pouvoir passer de cette expérience cognitive à une expérience affective. Et cette expérience affective qui puisse être partagée dans la relation avec le thérapeute. Donc, ça va. Alors, c'est une co-construction, ce que disait tout à l'heure Stéphane, c'est-à-dire qu'il y a un nous qui doit se constituer, hein, et ce nous qui doit se constituer est un nous dans lequel il y a une dimension, paradoxalement, d'égalité, c'est-à-dire en tant qu'être humain. Je vais te couper, Julien, Vas-y, juste pour être sûr là aussi que je suis bien, si je vais tenter une reformulation, si jamais ça a trahi ta vas-y. pensée, dis-le moi. Est-ce que finalement, l'idée serait de dire, dans la démarche hypnothérapeutique, quand le patient vient, il y a finalement une acceptation qui est nécessaire au suivi, mais que Ouais. le consentement n'est pas encore là. Et que les Non. choses sont peut-être un peu mêlées au début et qu'on pourrait mélanger consentement et acceptation et penser que l'acceptation du patient à être là et à faire serait déjà du consentement. Est-ce que c'est ça ton point de départ ou est-ce que je Oui, trahis un mon peu point de ta pensée? départ, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a une acceptation de venir en thérapie, un accord pour partager des expériences avec quelqu'un qui, au niveau cognitif, on fait confiance, mais ça ne veut pas dire que la confiance est au niveau affectif. Mm. Puisque si la personne vient, c'est qu'elle a perdu souvent cette capacité à faire confiance à l'être humain qui est en face de lui. On peut faire confiance au technicien qui est en face de nous, en disant c'est une personne morale, c'est une personne qui est bien formée, etc. Ça, c'est une confiance vis-à-vis du technicien, mais la thérapie, c'est pas faire confiance au technicien, c'est derrière ça arriver à faire confiance à l'être humain qui, dans le cadre thérapeutique, se présente sous forme d'un psychiatre, un psychologue, etc. Ce qui n'est pas en place, c'est la confiance dans l'être humain, la perte de confiance dans la relation humaine. Or, pour que le consentement soit réel, il est nécessaire que la personne soit en capacité d'expérimenter au niveau affectif un partage dans la relation à l'autre. Or, c'est ça qui est très, très difficile. Donc, on peut consentir de loin, mais ce qui est important, c'est de consentir quand on est en relation avec l'autre. Je prends un exemple. Je lisais un texte récemment de Vera Licage et elle demande Vera Licage à un moment donné à son patient qui est déjà dans un processus de collaboration assez avancé. Elle dit, est-ce que vous consentez à ce que vous rentriez dans le soin avec moi? Alors que la personne pouvait imaginer par elle-même qu'elle avait déjà consenti parce qu'elle avait dit c'est OK, elle a eu des informations, j'ai envie de travailler avec vous. Et là, la question du consentement, c'est est-ce que c'est OK pour vous de consentir maintenant, c'est-à-dire de consentir au lâcher-prise quelque part? Parce que le fond de la question, c'est ça, c'est-à-dire est-ce qu'on peut consentir à un lâcher-prise dans la relation à l'autre, ce qu'on appelait l'inconnu? L'inconnu, c'est quand même se lâcher prise dans la relation humaine. Chez une personne qui jusque-là pense que toute relation humaine est une relation de maltraitance, c'est-à-dire une relation dans laquelle il est impossible d'être en même temps en relation avec l'autre et avec soi-même. C'est-à-dire que pour entrer dans une relation humaine, je suis obligé de mettre entre parenthèses ma propre liberté.
et de devenir un objet de la relation. Est-ce que tu irais jusqu'à dire, pardon, et ensuite je passe la parole, je vois que Marc a levé la main. Ouais. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que finalement, si on devait trouver une sorte de spécificité à la question du consentement en hypnose, elle serait précisément dans cette notion de lâcher prise, c'est-à-dire que le patient, quand il vient pour l'hypnose ou qu'on lui propose l'hypnose, finalement, du fait de l'imaginaire convoqué, il y aurait cette relation, enfin, plutôt ce rapport au lâcher prise ou à la soumission ou à l'influence qui du coup fait que le consentement pourrait se rigidifier un petit peu et qu'on aurait là finalement une sorte de une transaction ou de moment un peu typique de gestion, ou en tout cas d'échange en hypnothérapie, qui peut-être serait moins présente ailleurs, ou Oui, moi, je dirais que c'est consentir au lâcher-prise hmm, dans la relation humaine. hmm, Et qui est différent pour moi du lâcher-prise simplement parce qu'on accompagne quelqu'un, il va lâcher prise sur la plage. C'est la différence. attention à la plage, parce que tout à l'heure on nous a situé la plage dans un endroit anatomique tout à fait particulier, mais, D'accord. mais- Ok. C'est-à-dire ou bien dans un endroit agréable. ok. Hein. L'idée, c'est de passer de l'endroit agréable, qui est assez facile à gérer et qu'on va utiliser dans le cadre de l'hypnose médicale, hein, une expérience dans le cadre d'un contexte dans lequel on se sent bien, et lâcher prise, c'est-à-dire consentir à la relation humaine. Derrière ça, il y a consentir à la relation humaine. Alors, simplement, je finis juste dessus, je dirais que la difficulté principale de la notion du consentement en hypnose vient du fait que euh, l'hypnose en termes de mots est souvent mal comprise, puisque l'hypnose, c'est une notion de sommeil, donc ce serait une sommeil de la conscience de l'autre, le sommeil de la liberté, alors que c'est une position d'éveil. Donc il y a beaucoup de difficultés, pour moi, qui viennent du fait qu'il y a des effets imaginaires de la signification du mot hypnose dans la société. Si on remplace hypnose par relation, puisque c'est un type de relation dans laquelle le lâcher-prise est présent, c'est-à-dire une relation dans laquelle il y a un partage authentique, et je dirais, est-ce que la relation est problématique? C'est la rencontre humaine. Est-ce qu'on peut arriver jusqu'à une rencontre humaine? Et c'est en ce sens-là, quand François Roustan parle finalement le lieu de l'hypnose, c'est la liberté, c'est la capacité du sujet de faire cette expérience d'équilibre dans la relation humaine. Et on ne peut avoir une véritable rencontre dans la relation humaine que si c'est une rencontre de liberté. Marc, Donc je c'est crois que quelque tu veux chose dire. qui se co-construit. Voilà, c'est ce que je dirais pour l'instant, ce lâcher-prise qui est centré sur le- le- la difficulté à aller vers le lâcher-prise. Hein, parce que pour lâcher prise, jusque-là, la relation à l'autre, c'est un monstre l'autre, hein, au niveau affectif, ou bien c'est du vide. Et on n'a pas tellement envie de lâcher prise dans le vide. Tant que la rencontre n'a pas eu lieu, il n'y a pas de soubassement. Donc c'est cette co-construction où l'autre doit sentir qu'on l'accompagne, qu'on est avec lui et que nous-mêmes, on est touchés par cette histoire. Alors juste un mot, tu nous dis, Julien, tu nous amènes quelque chose qui vient appuyer ce qu'on a entendu avant. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de se dire finalement, il va falloir du temps. Il Il va faut falloir du du temps. temps. La notion de dire est-ce que vous êtes consentant implique très souvent une réponse immédiate. Voilà. Et ça va pas. Le mot consentement, tout à fait au départ, je rappelais que dans l'histoire, le premier consentement voulait dire c'est la reconnaissance de l'individu. C'est avec nous. La deuxième notion était de dire oui, mais c'est un médiateur le consentement, c'est entre nous et les autres. Donc là, ça c'est l'histoire du mot consentement. Donc là, dans ce que tu nous racontes, on va avoir besoin manifestement du tiers sécure et de quelque chose de sécurisant pour pouvoir commencer à s'ouvrir et voir que la relation à l'autre n'est pas dangereuse, pour pouvoir accepter que quelqu'un vienne vers nous. Hum. Donc, comme tu dis, le premier consentement, c'est de dire, bon, ben, ok, très bien, on va échanger, là, ça me fait du bien. Et puis, quand on commence à voir que l'autre vient vers nous, c'est un autre consentement. Ouais, c'est pas le même. Et on retrouve le consentement du modèle retourné sur moi, et après le consentement plus médiateur, qui est le second consentement. Hum. D'accord. Mais moi, je voudrais rebondir sur ce que dit Julien, si je vous permettez. Bon, il a séparé les choses. Très bien. Mais ça, c'est pareil dans les gestes techniques. Dans les gestes techniques,
tu consens sans concevoir, si tu veux, tu consens pas vraiment à te faire mettre une prothèse de hanche, d'avoir une dilatation artérielle, donc tu vas voir un praticien, euh, bon, tu as besoin, as besoin, mais si tu n'avais pas besoin, ça serait aussi quand même pas mal, ok? Donc, il y a aussi cette espèce d'inconnu qui vient se surajouter. Et donc, c'est la relation qui te permet de rentrer dans le consentement. Est-ce que je suis clair pour relier un peu ce que tu disais et ce que je disais au départ? Ça, c'est un premier point. Le deuxième point sur lequel je lutte depuis 40 ans, dans le vide, c'est le problème que vous n'avez, vous, moins en thérapie. C'est le problème de la chaîne des soins, qui est un vrai problème médical, organisationnel, hospitalière, etc. C'est-à-dire que tu n'es pas sûr d'avoir le même praticien tout le long de la chaîne des soins. Et donc là, le problème du consentement se repose à chaque étape, comme on l'a dit tout à l'heure, et il est encore plus temporaire. Parce que tu veux dire, mais moi j'ai donné mon consentement au docteur Galli ou au docteur Tartampion, et puis je trouve dans mon acte quelqu'un d'autre. Ben, vous êtes bien gentil, mais vous n'êtes pas la personne à qui je suis rentré en relation, etc. Et ça, c'est des vrais problèmes mais même vous individuellement, dans votre parcours personnel, vous le rencontrez. Donc, tu vois, c'est très complexe. Mais il ne faut pas croire que c'est différent. Enfin, les étages sont différents, l'enjeu, voilà. Mais les problématiques sont communes. Sont communes. Quand on réfléchit un petit peu et qu'on voit notre pratique, c'est les problématiques, il y a un socle de problématiques qui est commun, que ça soit dans la technique ou dans la thérapie. Si je peux me permettre, Julien. Du coup, si je reprends ton exemple, Marc, donc effectivement, en tout cas dans le public, hein, l'anesthésiste qu'on a en consultation de pré-anesthésie est rarement celui qu'on voit la veille au soir pour checker que tout va bien, qui est rarement le même que celui qu'on voit au bloc après. On est d'accord, on a Un tous. sujet de consentement, hein. Et du coup, c'est là où je veux en revenir. C'est-à-dire, mettons qu'on est dans la disposition où finalement, dans un hôpital, la pratique de l'hypnose sera à peu près démocratisée au bloc et qu'il y a quelque chose qui va être proposé aux patients en consultation de pré-anesthésie. Est-ce que finalement, si on était dans cette configuration, est-ce que tu dirais que le patient, ce qui est requis, c'est que le patient donne son consentement à la méthode hypnotique, ou ce qui est requis, c'est qu'il donne son consentement à une forme d'accompagnement avant tout, avant même de l'hypnose, ou autre chose? Bah, après, sur lequel j'insiste énormément, c'est le problème de la formation. Antoine, qui est professeur des universités, qui insiste beaucoup là-dessus, c'est la formation. C'est-à-dire que mais tout ça est mouvant, si tu veux. Si je rencontre la personne à un moment T en consulte et je lui dis, voilà, on va rien faire, on va converser, ça sera là, une conversation hypnotique, enfin, comme je le rappelais, et que la personne qu'on retrouve dans la chaîne de soins est différente, peut-être que ça sera peut-être une surprise dont on a parlé tout à l'heure, mais qui sera peut-être pas une bonne surprise. Parce que d'abord, c'est pas la même personne. Deuxièmement, c'est pas ce qu'il m'a annoncé. S'il parle si la personne au blog dit quel est votre script et que moi, pour moi, il n'y a pas de script, enfin, etc., etc. Donc, tout ça est compliqué. Tout ça est compliqué. C'est pas que on fait de l'hypnose dans un service, dans un groupe hospitalier, etc. C'est qui fait, qui est formé, comment ça se passe, etc. Et là, ben, pour l'avoir vécu, quelquefois, ça ne matche pas, pour prendre un mot à la mode. Mm. Donc tout ça, c'est pas si évident, mais je pense que ça rejoint aussi votre problématique de psychologue, de psychiatre, etc. Tout ça, c'est des liens, faut pas tout se saucissonner. Est-ce que l'équipe, ce que tu parles de la chaîne, est-ce que par exemple au bloc opératoire,
peut-être qu'on pourrait parler de quelque chose qu'on n'a pas encore abordé jusqu'à présent. Est-ce qu'au bloc, il y a une sorte de consentement de l'équipe à la pratique de l'hypnose? C'est-à-dire, quand toi, par exemple, tu pratiquais, je suppose que toute l'équipe d'anesthésie n'était pas formée. Et donc, voilà, est-ce que tu aurais quelques mots éventuellement pour nous parler du consentement côté de l'équipe, quoi, à la pratique de quelqu'un qui vient, Oui. Alors, bon, mais ça, on le rencontre tout le temps à les formations pour ceux qui débutent et comment je dois faire et machin, etc. Bon, moi, je dis toujours faites et puis après, vous verrez bien. Et au fur et à mesure du temps, et là, la notion de temps est encore là aussi importante. L'adhésion de l'équipe se fait progressivement parce qu'ils s'aperçoivent que le patient se porte mieux, que les suites sont plus simples, que le passage de réveil est plus court, etc., etc. Donc, et puis après, il y a vrai, tu sais, ça fait tache d'huile. Tu commences dans une salle, après c'est la salle d'à côté qui s'y met, puis après tu apprends qu'au coloscopie, ça commence à démarrer, etc. Mais ça, je te parle d'il y a 15 ans. Mais c'est toujours comme ça, hein, à moins qu'il y ait vraiment un hôpital qui soit complètement imbibé. Mais bon, j'en connais pas, hein, j'en connais pas. Mm. Mm. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il leur tourne un peu. Ouais, on a On a le temps, encore. on a le temps. Mm. Donc, voilà. Donc, en fait, ces problématiques qui vous paraissent techniques comme ça d'un homme qui a été masqué et qui se démasque, en fait, sont en gros les mêmes. C'est-à-dire le problème de temporalité, de danse, c'est-à-dire on consent plus, de contexte. Tout ça, ça se rapproche. Enfin, quand je vous entendais parler ce matin, tout ça, ça se rapproche. Les problématiques sont quand même toujours les mêmes dans un contexte différent. Et le problème de temporalité me paraît extrêmement important. Et c'est pour ça que le problème des documents, je donne un document qui n'a pas de sens, n'a pas de sens. Il y a des problèmes de compréhension et puis les problèmes de langue, où c'est de plus en plus, on se retrouve avec des problèmes de langue. Et dans le milieu hospitalier, on est obligé, et ça on en avait discuté avec les représentants patients, sur le plan éthique, tu es obligé de faire venir des traducteurs qui traduisent. Alors, après, tu sais pas ce qu'ils traduisent, mais bon, ça me rappelle mon service militaire en Tunisie, mais ils traduisent pour amener le patient qui ne comprend pas à consentir. Enfin, voilà, il faut se mettre au niveau, parce que dans le consentement, il y a le niveau dans lequel, et ça, les juristes, c'est une notion très juridique, ça, c'est c'est de se mettre au niveau de la personne que tu as en face de toi, pour que cette personne soit libre, que le consentement soit libre et éclairé. Et ça, c'est une difficulté en plus. Et ça, je Alors, pense que vous le rencontrez vous aussi, enfin, on le rencontre partout. je vais rebondir sur ce que tu as dit, Marc, et je vais interpeller Julien. Euh, la notion de consentement, tout à l'heure, Christine nous a dit, elle peut être gênante. Elle peut nous embarrasser parce que on peut la sentir aussi comme un frein à faire bouger des choses, ou quand des choses doivent tout simplement être exprimées. Qu'est-ce que tu penses, Julien? Marc vient de nous parler de ce mot consentement. La première chose, c'est qu'est-ce que le patient comprend du mot consentement? Est-ce que ce mot, faut le définir? Est-ce que le sens que le malade y accorde est le sens qu'on y accorde nous? On a bien compris dans ce que tu nous dis que pour entrer dans le consentement, il faut avoir créé un lien, donc il faut que quelque chose se construise. Alors, comment aujourd'hui répondre à des obligations médico-légales où on va demander à quelqu'un de s'engager? Ce qui ne va pas forcément dire consentir, mais finalement, est-ce que cette notion peut être parlée dès le départ alors qu'on n'a pas créé le lien? Mais c'est le paradoxe du consentement en thérapie. C'est-à-dire qu'il y a un premier niveau. Alors, si je reprends une métaphore, je dirais que tout le travail thérapeutique, c'est de pouvoir échafauder, en reprenant la notion d'échafaudage de Vygotsky, échafauder le sens du consentement pour arriver à ce que le consentement en fin de thérapie soit un concept. Tandis qu'au début, euh, Vygotsky parle de trois types de pensée, la pensée par tas, par complexe et par concept. Quand les gens viennent au début en thérapie, ils sont dans un monde où la dissociation est très active et donc ils sont un monde de vide. C'est un monde abandonné, ils sont seuls au monde.
La rencontre est impossible, puisque chaque fois que la rencontre arrive, ils se cognent contre. Et ils vivent ça comme une relation de maltraitance. Donc, et dans ce monde abandonnique, la pensée est une pensée par tas. C'est-à-dire le mot de consentement ne renvoie à rien au niveau affectif. Hein, il ne peut pas être relié à d'autres expériences. Il existe en soi. Donc on tourne autour, on dit oui, etc. Mais ça ne veut pas dire que le consentement est présent. Lorsqu'on demande à quelqu'un s'il consent, il y a un niveau de consentement par rapport à une réponse. Il va dire c'est oui ou c'est non. Et là, il va consentir à quelque chose d'extérieur, à de travailler avec quelqu'un. Mais ce qui va se passer à l'intérieur, ça va être l'échafaudage du concept de consentement. Pour moi, il y a un lien, je dirais, assez important entre la notion de consentement et la capacité du sujet à pouvoir prendre position et exprimer sa liberté dans la relation humaine. Or, ça, c'est ce qui n'est pas en place au départ. Et C'est- donc, oui, Je tu me permets une question peut-être un peu difficile. vas-y. Ça fait plusieurs fois que je t'entends en fait sur cette notion de maltraitance. Je la trouve vraiment intéressante dans cette relation à l'autre et dans ce que vit le patient. Et là, en t'écoutant, je me dis finalement, quelqu'un qui vivrait qui vivrait sa situation comme une situation de maltraitance. Finalement, est-ce qu'il y a la moindre chance qu'il puisse donner son consentement ou est-ce que la seule réponse possible pour cette personne est la soumission? C'est-à-dire quand on se sent maltraité, est-ce qu'on peut répondre autrement que par une éventuelle soumission? Mais est-ce qu'on est déjà en état finalement de pouvoir consentir à quelque chose? Alors, je vais reprendre ça. Hum, Donc, hum, si je reprends la notion de hum, maltraitance, alors pour moi, dans le processus dissociatif, ce qui amène le processus dissociatif, c'est l'incapacité du lâcher prise dans la relation à l'autre et la rencontre humaine. Donc, c'est la contradiction entre la relation à l'autre et la relation à soi. Donc, la personne qui vient nous voir en thérapie a un certain niveau de contradiction entre relation à l'autre et relation à soi. Et à partir de cette contradiction, elle va essayer de rentrer en relation avec un thérapeute pour hum, l'aider justement à sortir de cette impasse. Ce monde-là dans lequel il est prisonnier, c'est le monde du vide, c'est le monde abandonnique, puisqu'il est seul au monde, il n'y a pas de relation avec l'autre. La rencontre n'est pas hum, en place. Mais c'est dans ce monde où la rencontre n'est pas en place que toute relation est une relation de maltraitance. C'est-à-dire, il y a le lien à l'autre, hum, mais je ne suis pas en relation avec moi-même. Si je suis en relation avec moi-même, je peux pas être en relation avec l'autre. OK. Mais ce moi-même, à ce moment-là, dans le monde du vide, je ne peux être en relation qu'avec moi-même. Ce qui va arriver, comme la relation humaine, c'est ça la vie, eh ben, c'est les angoisses de mort. Parce que hum, s'il n'y a plus de relation humaine, c'est la mort qui arrive, c'est les angoisses de mort qui arrivent. Donc la personne a envie d'entrer en relation. Et la difficulté qu'on a, c'est au départ que les personnes qui viennent en thérapie, qui ont une demande de changement, ce sont des personnes qui, en même temps, préfèrent être maltraitées qu'abandonnées. Et ils répondent oui au consentement parce qu'ils peuvent imaginer que s'ils disent non au consentement, ils vont être abandonnés. Donc on voit bien qu'il y a un travail à faire sur la question du consentement. Il ne suffit pas de dire OK, les gens consentent. Parce que le consentement, c'est oui, je vais dire oui, parce que si je dis pas oui, eh bien, on va me laisser tomber. Alors, deuxième point pour répondre à la question, ce serait de dire que lorsque quelqu'un vient en thérapie, la première étape, donc, c'est de traverser euh, cette angoisse qui est liée au monde de la maltraitance, c'est-à-dire l'angoisse de perte de liberté dans la relation avec l'autre. OK. Mais lorsque la personne commence à rentrer dans la relation avec le thérapeute, cette relation au niveau de l'affect, elle est pensée comme une relation de maltraitance, c'est-à-dire comme une relation dans laquelle l'autonomie du sujet n'a pas de place. OK. Pour qu'il y ait un changement, il faut d'abord qu'il puisse percevoir que le thérapeute est prêt à accueillir de manière inconditionnelle son point de vue et ce qu'il dit et le reformuler, hein, comme quelque chose auquel il participe, quelque chose qui est du réel et qui est un monde humain, qui est déformé, qui est abîmé, mais qui fait partie du monde humain et qui touche aussi le thérapeute. Et donc d'amener dans un premier temps, par le questionnement, tout ce qu'on a vu ce matin sur la demande de permission avant de faire un acte, hein, c'est-à-dire de réintroduire dans la conversation, pour reprendre le terme de conversation, cette notion du choix, de la liberté, la reformulation, des intentions positives dans la résistance, etc., etc. C'est-à-dire toute expérience de la subjectivité du sujet dans la relation et que cette subjectivité soit accueillie par le thérapeute
comme quelque chose qui a de la valeur et qui enrichit la vie du thérapeute. Mm. Tant que ça n'est pas mis en place, la personne va dire qu'elle consent parce qu'elle a peur d'être rejetée. Parce que la peur du rejet fait partie du tableau du processus dissociatif, de la contradiction entre relation à l'autre et relation à soi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, tout à fait, oui. C'est-à-dire que c'est un préalable. Je dirais que Mm. le début de la séance, avant de faire une séance d'hypnose, c'est d'installer la relation, c'est l'accueil de la personne, etc., Mm. etc. Et ensuite, donc, on va rentrer dans quelque chose de plus personnel, de plus singulier. Eh ben, c'est d'être surtout attentif à introduire cette dimension d'autonomie, de liberté, de choix dans la relation. En fait, tu nous proposes de renverser la table et de dire, bah, en hypnothérapie en tout cas, le consentement n'est pas le moyen, il est l'objectif. C'est Là où ça, on l'a défini, notamment en hypnose médicale, pardon d'être un peu dans la caricature, bien sûr, il faut aller dans la... c'est ça. Ensuite, sur la sécurité, là où dans l'hypnose médicale, elle serait a priori d'abord plutôt le moyen, en tout cas l'initiative de quelque chose, et la finalité serait autre chose. Ok. Ouais, Mm. voilà, c'est ça la différence entre les deux pour moi, ouais. Mm. Et puis du coup, pour faire le lien avec ce que nous a proposé tout à l'heure Joël finalement où elle nous a beaucoup proposé une réflexion autour du non-consentement Voilà. plutôt que du consentement, finalement ce que tu nous proposes, c'est une réflexion sur le consentement-non-consentement et qu'il y a une zone là un peu, voilà, une sorte d'angle Voilà. mort dans Et le... Ok. je dirais que c'est au centre du processus thérapeutique. Oui, bien C'est sûr, sur, bien sûr. c'est sur ce quoi on travaille. Mm. Et le jour où le consentement peut être un concept, c'est-à-dire quelque chose qui a du sens, quels que soient les contextes, et que c'est du sens pour le sujet dans sa subjectivité, et ça peut être partagé au niveau social avec les autres, ben, à partir de ce moment-là, ben, ça veut dire que la personne est en capacité de prendre position et que ces prises de position puissent être accueillies par les autres, non pas simplement tolérées, mais que les autres puissent avoir leur vie enrichie par ces prises de position de l'autre. Mm. Alors, moi, je voudrais Pour amener, rebondir, pardon. Oui, Marc, vas-y, bien sûr. parce que je voudrais aborder trois thèmes un petit peu différents, mais qui, quelque part, rejoint ce que tu dis, Julien. C'est le problème des témoins de Jéhovah. Vous attendiez pas à ça, hein. Mais les témoins de Jéhovah, ils ne consentent pas à être transfusés, comme tout le monde le sait. Et ça pose un problème. Ça pose un problème, et donc, d'emblée, on le sait. Mais il y a aussi des moments où le praticien ne consent pas à, à rentrer dans un acte thérapeutique technique, pour faire large, parce que les conditions ne sont pas réunies. Parce que le taux d'hémoglobine est trop bas, parce que la chirurgie risque de saigner, etc. Donc il y a une espèce de jeu d'emblée là qui s'installe. Ça, c'est un premier point. Et puis après, ça peut être des notions très mouvantes, parce qu'il y a un moment où bien souvent le témoin de Jéhovah consent à être transfusé quand vraiment il n'est pas bien, etc., etc. Et voilà. Et puis il y a d'autres moments qui posent là, pour nous des problèmes éthiques et médicaux, juridiques, etc., dans lesquels la vie du patient est en danger et dans lequel le patient, mais il a un taux d'hémoglobine tellement bas qu'on peut considérer qu'il n'est pas non plus en mesure de consentir, se pose le problème de la transfusion. Donc là encore, cette espèce de jeu permanent qui est entre cette danse du consentement, du non-consentement, de l'un, de l'autre, du consentement partagé ou pas, pour reprendre un petit peu ce qu'avait dit Joël, etc. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je voudrais vous parler des directives anticipées. C'est-à-dire, je consens à un moment d'écrire mes directives anticipées. Mais c'est pas sûr que au moment où ça va arriver, je consente encore, ou les personnes que j'ai dit, personnes de confiance dans lesquelles j'ai décalé le consentement vers d'autres personnes, puissent intervenir. Ça, c'est des choses qui me paraissent importantes pour de réflexion un peu plus
un peu différente dans cette notion de consentement. Est-ce qu'on pourrait, Et- pardon, je te coupe là-dessus, Attends, Marc. j'ai un troisième point. Ouais, ma C'est question est sur le qu'au- deuxième, moi. Attends, Mm. ça peut relier. C'est le Ok, prélèvement je note alors. d'organes. Le prélèvement d'organes. Si tu n'es pas dans le registre dans lequel tu n'as pas consenti à donner tes organes, OK? À ce moment-là, tu consens à les donner. C'est tout. Donc, c'est complexe, hein? Mm. Je me tais, Antoine, je t'écoute. Donc finalement, si tu es témoin de Jéhovah, que tu n'as pas écrit tes directives anticipées et que tu n'as pas dit que tu voulais pas donner tes organes, t'es foutu, quoi. Mais Dans sur la mon merde. deuxième point, mon deuxième point, c'était sur les directives anticipées. Est-ce que finalement, là, tu nous proposerais pas un modèle qui serait intéressant pour penser ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de dire, bah, en consultation de pré-anesthésie où on peut proposer l'hypnose, est-ce que l'on pourrait considérer ça comme étant des directives anticipées du patient? Et avec effectivement, comme tu le rappelles, le fait que bah, lorsque le patient ensuite entre au bloc, bah, finalement, soit il va dire, bah, vous avez mes directives, c'est-à-dire vous avez mon consentement à l'hypnose et vous pouvez y aller, ou bien il y a encore quelque chose qui est à mettre en place pour vérifier que ces directives anticipées, c'est-à-dire son consentement premier, est bien toujours ce qu'il souhaite. Parce que finalement, ce modèle des directives anticipées pourrait pas être une façon de réduire la problématique que tu nous proposais tout à l'heure en disant, bah, parfois, il y a, comme c'est pas la même personne qui est en face, généralement, du coup, cette notion de consentement qui peut être donnée à un moment donné de la chaîne n'est pas forcément super fiable. Mais si on considère que c'est comme une directive anticipée, c'est-à-dire dans l'état de bonne santé, c'est-à-dire pas encore au bloc opératoire, pas encore opéré, etc., mon souhait, a priori, est celui-là. Et puis, effectivement, bah, l'état avançant, et puis on va regarder évidemment le niveau de conscience, on va attendre qu'il soit pas le niveau de conscience le permettant. Du coup, bah, on va vérifier que les directives anticipées sont toujours d'actualité ou pas, mais les considérer non pas comme un vouloir, mais comme des directives anticipées, au sens où effectivement on peut l'entendre dans le cadre des soins PAL, par exemple. Est-ce qu'on n'aurait pas là finalement un modèle qui permettrait de réduire un peu la dissonance que tu présentais tout à l'heure cliniquement? Bah, je suis très interrogatif parce que c'est des problèmes très complexes, mais l'idée des directives anticipées, elle est très intéressante. Mais il n'y a pas de temporalité là-dedans. Le problème, c'est la temporalité et le changement de position dans la temporalité. Et pour avoir été témoin de directives Bon, anticipées, tu nous as fait peur hein, sur la fin de la phrase. Ouais, mais je les ai pas écrites, les miennes, parce il y a le problème de temporalité. Et même quand tu délègues, parce que c'est aussi une délégation, les gens ne savent pas si le patient consent encore aux directives anticipées qu'il a Hmm, écrites il y a 2 ans, 3 ans, hmm, 4 ans. C'est c'est très complexe, c'est très complexe, et hmm, ça, on le ressent bien dans toutes les interventions de ce matin. C'est pas on-off, c'est très complexe. Mais je voulais vraiment. hmm. Alors, je sais qu'il y a des services, par exemple, des hôpitaux qui demandent aux patients, est-ce que vous avez écrit vos directives anticipées? Tu vois, ça fait partie de la chaîne thérapeute, enfin la chaîne, voilà. Mais je voulais vraiment vous reparler de ces 3 points un peu particuliers pour vous amener des moments, enfin, d'autres thèmes de réflexion, tu vois, si- Hmm. parce que, Si je reprends parce que effectivement ce que tu c'est disais pour le... compliqué, c'est Hmm. compliqué. Si je reprends un peu ce que tu disais par rapport aux témoins, et ça permettra de passer aussi la parole dans un autre champ à Julien, c'est vrai qu'on a eu la même expérience, hein, c'est-à-dire effectivement des témoins qui disaient non. Et alors d'une part, effectivement, la situation avançant, parfois certains, pas tous, changent d'avis. Parfois aussi, quand ils n'ont plus de la communauté dans la même pièce, voilà, les choses changent aussi. Et du coup, peut-être de renvoyer là-dessus la balle à Julien, c'est-à-dire en thérapie, est-ce qu'il y a aussi des situations qui, euh, par rapport à l'hypnose en tout cas, peuvent être des sortes de réponses un peu de principe sur ce qu'il est possible de faire et de ne pas faire? Et puis finalement, bah, le suivi avançant ou précisément la rencontre avec l'autre avançante, les choses peuvent évoluer, ou est-ce que tu observes plutôt qu'il y a quand même malgré tout quelque chose qui se conserve d'une forme de posture comme ça initiale un peu des patients? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, Moi non plus. mais ce que je pourrais dire, c'est que personnellement, j'emploie très peu dans le cadre de la thérapie le mot hypnose. Je parle de relation humaine. Et Ok. pour moi, l'hypnose, c'est un lâcher-prise dans la relation humaine. Hmm.
Donc, si, attention, vous allez lâcher prise, est-ce que vous m'autorisez à vous mettre dans une position où vous allez lâcher prise? On remonte dans le mental, on n'est plus dans l'expérience humaine. C'est ça la difficulté. Si quelqu'un me dit ça va pas, je lui dis quand vous me dites ça, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Est-ce que je suis autorisé à demander ça, ce qui se passe dans votre corps, avant de dire attention, là je vais vous poser une question hypnotique. C'est la confusion, vous voyez, Hmm. que la personne peut ressentir si on veut lui poser cette question à ce moment-là, ça va demander où elle est, parce que comme Hmm. s'il y avait quelque chose de spécial, une technique spéciale qui vient de l'extérieur. Or, c'est le processus de la relation humaine qui est en place. Mais Donc, il faut. même, pardon de couper, mais même si tu ne proposes pas, tu ne présentes pas le nom, enfin tu le prononces pas, quand Si même, j'emploie le terme d'hypnose, j'emploie que le terme d'auto-hypnose, parce que dans le terme ok. auto-hypnose, il y a la notion auto dedans, donc qui renvoie à la Hmm. liberté. Parce que les gens qui viennent Je voir pense qu'il ne Julien faut pas employer Bette-Besse, le quand terme même d'hypnose. majoritairement, mais les gens qui viennent voir Julien Bette-Besse, quand même majoritairement, maintenant, il y a beaucoup de patients qui googlisent quand même leur Oui, oui, thérapeute. mais Ils voient quand même ça. Ils voient quand même oui, que tu as cette visibilité-là sur cette pratique. oui, Hmm. mais j'entends bien, mais j'explique Hmm. ce que c'est que. Pour moi, je parle avec le mot que j'emploie le plus, c'est la transe, c'est la transe relationnelle. Ok. Pour moi, l'origine de l'origine de l'hypnose, c'est la relation humaine. C'est qu'une relation humaine est une transe. Toute relation intense est une transe. Je suis en même temps en relation avec l'autre, avec moi-même, c'est un état de transe. On ne peut pas être en même temps en relation avec l'autre, avec soi-même, si on n'est pas en état de transe. Et l'origine de la transe, c'est la relation. Hmm. C'est... Et au départ, le bébé qui vient de naître, qui est dans ce processus avec sa maman, d'accordage, etc., c'est un processus de transe et de créativité pure. Il est en même temps totalement en relation avec l'autre et totalement en relation avec lui-même. Hmm. Est-ce que dans le temps là, qui nous reste, est-ce qu'on pourrait vous lancer l'un et l'autre peut-être sur la même chose que tout à l'heure Emmanuel et Stéphane, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait pour vous des situations un peu limites, c'est-à-dire des situations dans lesquelles éthiquement, déontologiquement, vous êtes interrogé sur ce que vous avez présenté comme étant votre façon de vivre le consentement, une situation clinique par exemple qui un peu à la limite, quoi. Vous auriez perçu, en tout cas par rapport à la limite, qui vous a demandé un effort pour arriver à bien positionner votre façon de vivre cette notion de consentement selon la définition que l'un et l'autre vous avez donnée. Ben, alors, oui, oui, évidemment qu'il y a des limites. Euh, Mm. Dès qu'on a des phénomènes de résonance, c'est quelque part que le consentement partagé n'est pas en place. Donc, la limite fait partie du travail sur le consentement, hein. Et le phénomène de résonance, euh, travailler le consentement, ce serait réintroduire donc ce vécu de résonance dans la relation, hein. Mais le fait que je vais ressentir à l'intérieur de moi-même un certain nombre de situations de blocage fait partie du fait, évidemment, qu'il y a une limite par rapport au consentement. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été dit ou de peur par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier point. J'ai deux autres situations pour moi que je voudrais évoquer. C'est la situation en termes de consentement par rapport aux patients psychotiques, Mhm. puisque souvent, ils n'arrivent pas à consentir au niveau civil, en termes de... Ils sont sous curatelle renforcée ou tutelle. Et on va pouvoir travailler avec eux. Donc, l'idée, c'est de rentrer en relation avec eux. Et si je suis avec un patient psychotique et je vais lui poser comme question, quels sont les moments dans votre vie où vous êtes senti le plus en sécurité dans la relation avec les autres, où ça s'est le mieux passé, est-ce qu'on peut en parler? On est dans une logique hypnotique. Or, partout, on va dire, c'est contre-indiqué de, de faire de l'hypnose avec des patients psychotiques, et je dirais même plus, dans le cadre que je viens de présenter, est-ce que je peux m'autoriser à faire de la thérapie avec quelqu'un qui n'est pas en capacité, qui a cette capacité du consentement au niveau public? Mm. C'est des vraies questions. Euh, donc l'idée, c'est pas le consentement en soi, c'est travailler avec cette idée du consentement, hein. Au départ, il y a un premier consentement qui est un consentement à travailler, la question du consentement, hein. C'est ça que je pourrais dire. Mm. Est-ce que vous êtes prêt à travailler cette question-là du consentement? Et donc la personne donne son point de vue au départ, c'est OK, et après on va voir. Alors l'étape ultérieure, ce serait, on consent à ce que l'autre, des fois, c'est la différence entre avoir, on l'a dit ce matin, par rapport à François Roustan, vous avez le droit de ne pas changer. OK. Et c'est, par exemple, dans les addictions, c'est vous avez le droit de boire. Vous êtes libre de boire.
Ça, c'est la position thérapeutique. Mais ensuite, on peut travailler sur les effets de ce type de comportement sur la vie des gens, de telle manière qu'ils soient amenés à prendre position. OK. Donc, ce à quoi nous devons consentir de manière absolue, c'est que la personne a le droit de trouver des solutions, même si nous ne partageons pas les solutions de la personne. OK. Mais le travail, c'est justement c'est un niveau méta de travailler cette question-là. En quoi l'alcool peut être un problème ou pas? Je donne un autre exemple c'était une situation que j'ai vu récemment, c'est en supervision. Donc c'est quelqu'un qui venait et qui disait, mais je suis avec une personne qui vient me voir en thérapie, qui veut construire une relation de couple, qui à chaque fois se plaint que ça ne marche jamais, et qui a un nouveau conjoint qui est à 800 km, ils ne se voient jamais. Donc ils sont tout le temps séparés, et en même temps elle veut absolument. Et donc l'idée, c'était non pas de dire, ah ben, ça va pas tenir la route. Hein, c'est l'idée plutôt, cette situation qui paraît impossible, eh ben, c'est de la mettre en question. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous consentez qu'on travaille sur cette question-là, qui est la question de comment peut-être ensemble alors que nous sommes séparés? C'est à ce niveau-là qu'intervient la dimension du consentement. C'est on va consentir à partager une expérience qui est en lien avec la question dans laquelle la personne est bloquée. Ce que tu nous as dit, Julien, montre que le mot consentement n'est pas adapté à la façon dont on le pose au patient. Voilà, c'est ça que j'entends. La Voilà, première fois qu'on pose la question, le mot n'est pas adapté. ouais, c'est ça. Et donc, du coup, c'est peut-être ça une première réponse à notre problème du jour. Dans cette histoire-là, faut-il mettre un autre mot qui veut dire ouverture d'une discussion sur le sens d'ailleurs du consentement, et peut-être au fil du soin, ce qu'on fait dans la dictologie d'ailleurs, on réinterroge les patients au fil du temps sur leurs notions. Quand ils ont dit je veux une substitution, on enlève le toxique, on met un médicament, et un jour on leur dit voulez-vous arrêter ce médicament? Il y a bien quelque chose qui évolue. Peut-être que là, on n'est pas en train de dire qu'une première notion, c'est que la première question ne sera plus une question autour du consentement, mais plus une autorisation à commencer à échanger, Voilà. peut-être. Sur un sujet, sur une question qui jusqu'à maintenant était impossible. C'est ça. Et Parce deuxièmement, que le c'est travail très va être intime. vers le consentement. Ouais. Oui, c'est exactement ça. Et juste ensuite, si je voulais conclure dessus, l'importance pour moi de comprendre en lien avec cette vision du consentement, le fait que les valeurs ne sont pas dans le ciel des idées, mais c'est incarné, c'est-à-dire que les valeurs sont des modalités langagières d'une expérience corporelle de lâcher prise dans la relation avec l'autre. Les valeurs ne sont que des formes de l'expérience d'autonomie relationnelle, c'est-à-dire du fait d'être en relation avec soi et en relation avec l'autre. Et, il y a toujours un danger dans les valeurs, d'idéaliser les valeurs, parce que les personnes qui viennent nous voir idéalisent les valeurs automatiquement parce qu'elles ne sont pas incarnées, puisque la relation n'est pas en place. Et la bonne question à les aider à travailler, c'est pas de dire est-ce que le respect est important pour vous, mais c'est comment on peut construire une relation respectueuse. Qu'est-ce que c'est qu'une relation dans laquelle la personne est libre? Quand c'est que dans votre vie, vous avez fait cette expérience? Comment on peut le voir si la liberté n'est plus présente dans la relation? C'est cette interrogation sur toutes ces questions-là qui permettent un travail en lien avec les valeurs, plutôt que d'imaginer que la valeur est déjà en place. Les valeurs sont aussi des expériences humaines qui se construisent. C'est une modalité, je dirais, que les valeurs sont des modalités de la vie lorsque la vie est vivante. Sinon, on va confondre les valeurs ou l'éthique avec la morale sociale en disant voilà, c'est ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Je ne sais pas si c'est très Merci. clair, mais pour Non, moi, c'est bien, c'est clair. Ouais. c'est vraiment important. Hein. Marc, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, En moi, conclusion. pour conclure, vraiment, ce qui me paraît important, même si le terme, comme tu l'as souligné, peut-être pas le bon mot, mais c'est peut-être pas le bon mot parce qu'il est mouvant. Ça me paraît très très important, cette notion de mobilité et donc de processus. On a dit processus, c'est-à-dire
je suis dedans, je suis dehors, je veux, je ne veux plus, voilà. Et ça me paraît important. Et la deuxième chose qui me paraît important, le mot a été prononcé, c'est le mot de l'éthique. Et c'est souvent une question que je me pose, ou enfin, que je me pose encore et que je me suis posé. C'est cette notion est-ce que c'est éthique? Est-ce que ce que je propose, la façon dont je le propose, est-ce que c'est pas aussi une façon d'aborder cette notion de consentement, de relation, de partage? Voilà, je me pose toutes ces questions en vous écoutant. Donc c'est Euh, bien de terminer cette matinée par ce terme-là d'éthique. On essaie effectivement, je pense, lors de cette journée, de construire ensemble et dans différents contextes une démarche éthique. C'est souvent une façon de répondre à l'éthique que de penser à la démarche. Et merci déjà aux intervenants de la matinée d'avoir pensé avec nous cette démarche éthique dans le cadre de l'expérience de chacun. On va prolonger bien sûr cet après-midi avec les autres binômes, les autres tables rondes. Merci beaucoup Julien, merci beaucoup Marc d'avoir conclu merci à vous. cette matinée. Et je vais vous proposer, après les derniers mots de Pascal pour clore la matinée, je vous proposerai de couper le Zoom et de vous rebrancher tout à l'heure à 13h30 sur le même lien. Voilà, tout à l'heure, mais je vous signale que c'est normal. Si le Zoom va se couper, on reprendra exactement sur le même lien à 13h30. Ça me permettra déjà de récupérer les premières vidéos de la matinée. Oui, c'est juste technique. Pascal, si tu veux dire peut-être quelques mots pour clore cette matinée. Je pense on a pas mal évolué dans la matinée parce qu'on Mm. se retrouve finalement à se dire, mais est-ce qu'on a nommé le colloque avec le bon mot? Est-ce qu'il faut garder le mot consentement? Donc c'est intéressant, ça montre bien qu'il est compliqué et qu'il bouge dans le temps. Ça va être intéressant parce que nos binômes de cet après-midi vont pouvoir travailler avec ça. J'espère que vous allez passer un bon repas, un bon moment. Faites comme vous voulez, bien sûr. On parlera cet après-midi, on reparlera du mot quand même de co-consentement. Et je me suis posé la question en vous écoutant là sur la notion d'un, quand on parle de co-consentement, ça veut dire un double consentement. Et je me demande s'il ne faudrait pas parler de quadruple consentement, un consentement dans la dimension cognitive et un consentement dans la notion affective. Voilà, c'est ça que je me suis dit. Bon appétit. Bon appétit tout le monde, tout à l'heure, 13h30 sur le même lien Zoom.